Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette émission consacrée à décrypter ce que la société civile est. En effet, plusieurs auteurs donnent leurs appréhensions par rapport à la définition, à ce qui pourrait être la définition de la société civile. Néanmoins, il existe une diversité d'opinions quant à la démarcation entre ce qui peut être la société civile et ce qui ne le peut peut-être pas. Alors, pour aborder cette question, nous sommes avec trois invités au plateau. Eh bien, en commençant par Monsieur Bernard Nsabimana, vous êtes responsable du bureau volet renforcement des capacités. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Deuxième invité, c'est Eli Bashingwa. Vous êtes le directeur général en charge de la coordination des organisations non gouvernementales et de la promotion des libertés publiques. Bonsoir. Également, il y a Ndikoumana Eli. Vous êtes consultant indépendant pour le réseau Femmes et Paix. Bonsoir. En même temps, vous êtes aussi responsable d'une église ou pasteur, je ne sais pas, archevêque, bishop ou... Non. Pasteur. Simple évangéliste. Qui est représentant légal d'une église Vundarena Church. Ah, d'accord. Oui. Merci de cette précision. Alors, première question. Que peut être la société civile d'après vous, monsieur le directeur général? Merci de la parole. La société civile, c'est un ensemble, que je dirais, des associations ou de groupements, un ensemble que je peux subdiviser en 4 ou 5 groupes. Il y a d'abord les associations sans but lucratif qui sont agréées par ordonnance ministérielle du ministre de l'Intérieur. Il y a les syndicats qui sont agréés par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Il y a également les fondations agréées au sein du ministère de la Justice. Il y a également les confessions religieuses. Celles-ci sont agréées au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a également les médias, mais aussi il y a les groupements reconnus par les gestionnaires des collectivités locales. Toutes ces associations ou ces groupements sont régis groupe par groupe par une loi. Une loi ou un décret loi qui les régit. Et toutes ces associations, ces groupements indépendants sont appelés à poursuivre des objectifs divers, dont celui de mise en œuvre des initiatives qui complètent l'action de l'État, dont également celui de promouvoir la participation citoyenne, dont également celui d'enseigner les valeurs sociales, enseigner également les valeurs démocratiques, et également l'objectif de développer les alternatives et solutions à celles proposées par le gouvernement. Donc, pour cette loi qui régit la société civile ici au Burundi, il y a des particularités par rapport à chaque catégorie que vous venez d'énumérer ici? Bon, ce n'est pas une particularité en tant que telle. Parce qu'il y a la diversité des groupements, il y a les confessions religieuses, les syndicats, les fondations. Donc, je ne pense pas qu'elles soient gérées de la même manière, qu'elles soient régies aussi d'une même loi en tout entier, parce qu'il doit y avoir des particularités. C'est ce que je veux savoir. Effectivement, chaque groupe a ses lois spécifiques. Ces lois spécifiques qui les régissent. Voilà. Par exemple, les associations sans but lucratif sont régies par le décret loi numéro 1, barre 11 du 18 avril 1992, portant cadre organique des associations sans but lucratif. Donc, au niveau de la société civile, je m'en vais directement à monsieur Eli Ndikoumana. Quel est le rapport qui vous unit avec le ministère, surtout au niveau de la réalisation de vos activités par rapport à ce que vous avez soumis comme document pour demander l'agrément? Est-ce que vous mettez au courant le ministère? Comment est-ce que vous travaillez avec le ministère?
Non, je me dis que après l'agrément des organisations, ils doivent réaliser leur mission. Le problème qui se trouve maintenant, il y a des organisations qui devaient faire des rapports au niveau du ministère, mais le constat n'est pas là. Il y a une étude qui a été réalisée en 2007. On a trouvé que 95% des organisations ne donnent pas de rapports au ministère de l'Intérieur. 95%. Vous sentez que la situation est très grave. Les raisons sont multiples. La première, c'est que il y a certaines organisations qui n'existent que de nom, qui n'ont pas trouvé de financement. Pour ceux qui ont eu des financements, quelquefois, parmi leurs missions, dont il a parlé qu'ils ont la mission de contrôle, de monitoring et de contrôle de l'action gouvernementale. Quelquefois, quand ils dénoncent certains abus du gouvernement, il y a quelquefois confrontation et il y a la non-coopération. L'autre raison, c'est que le suivi aussi n'est pas systématique. Comme on le disait, le ministère, comme c'est légal, l'obtention des rapports devait être légale, le suivi aussi devait être systématique. Le suivi aussi n'est pas systématique au niveau du ministère. Vous êtes du projet Oscar, vous êtes en charge du bureau volet renforcement des capacités. Vous le faites, je pense, j'imagine, au niveau de la société civile. Alors, quels sont les grands défis auxquels fait face la société civile burundaise, vous qui travaillez quotidiennement avec eux? Il y a d'abord le fait que ces organisations soient suffisamment jeunes par rapport à leur mission. Là, c'est le premier défi parce qu'il y a des réalisations qui ne sont pas faites correctement parce que les causes sont multiples par manque de moyens, par exemple. Il y a également le fait que ces organisations soient très nombreuses au point qu'il y a chevauchement au lieu qu'il y ait complémentarité. Il y a également le manque de ressources humaines et financières suffisantes pour pouvoir fonctionner convenablement, atteindre les objectifs. Donc tout ça, ce sont des éléments auxquels les organisations de la société civile font face. Ok, M. Bernard, la définition telle qu'elle a été conçue par rapport à la définition, la définition de la société civile, est-ce que vous pouvez un tout petit peu avoir un complément par rapport à ce que venaient de dire vos prédécesseurs? Merci beaucoup. En fait, pour ce qui est de la définition de la société civile, c'est qu'elle a évolué en fonction du temps. Disons, dans la société occidentale, ça relève des années 17e, 18e siècle, avec les philosophes comme Jean-Jacques Rousseau, John Locke, où on essayait de définir le statut entre l'homme et la société, où on disait que la société civile, c'est la société des citoyens. Avec le philosophe comme Gramsci, dans les années 1968, il disait que la société civile se définit par rapport à la société politique. Et l'équilibre entre ces deux sociétés détermine la nature de l'État. Et effectivement, il y a ces deux structures qui, des fois, cohabitent, mais l'État intervient dans l'intervention structurée, officielle, reconnue, et la société civile relève du non formel, si vous voulez. Donc, il y a complémentarité entre les deux. Donc, vous rejoignez ceux qui disent que la société civile, c'est ce qui reste d'une société quand l'État se désengage complètement. Donc, c'est ça, il n'y a pas de vide, quoi. Donc, il y a une complémentarité au point que là, disons, avec la chute, le déclin de l'État-providence, ou finalement, avec les politiques de développement des années 60, on se disait finalement l'État-providence n'est pas réaliste et il y a une naissance, croissance, je dirais, de la société civile parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, auxquels l'État ne peut pas subvenir et il y a intervention effectivement des différents acteurs que M. le DG a essayé d'énumérer et qui interviennent chacun dans son coin pour compléter l'action du gouvernement.
Revenons un peu en arrière, monsieur le DG. Depuis quand prend naissance la société civile ici au Burundi et comment est-ce qu'a été son évolution jusqu'à présent? Bon, je dirais que la société civile prend naissance depuis longtemps seulement, peut-être au niveau des textes qui la régissent. C'est peut-être au niveau de 1992 où on a eu un premier texte qui parle de l'organisation des associations sans but lucratif. Il s'agit du décret loi numéro 1/11 du 18 avril 1992. Donc c'est à partir de cette date que on a vu naître beaucoup d'associations qui arrivent aujourd'hui aux environ 6045 associations. Donc, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils sont dans la diversité, est-ce qu'ils couvrent bien, est-ce que vous faites le suivi? Oui, le suivi est fait. Le suivi est fait si au niveau central, nous faisons des visites, surtout des associations, des confessions religieuses ou des ONG qui travaillent ici à Bujumbura. Et à l'intérieur, nous déléguons les gouverneurs de province qui suivent les activités des associations. Alors, par rapport aux catégories que vous avez énumérées, quelles sont les catégories qui sont beaucoup plus actives? D'après l'opinion, on dirait que à certains moments, ce sont ceux qui sont dans le domaine des droits de l'homme, pas nécessairement ceux qui sont dans l'agriculture ou de l'élevage. Pourquoi cette disparité au niveau de l'intervention de la société civile, au niveau des actions de la société civile? Bon, ça dépend peut-être du financement obtenu par telle ou telle autre association de la société civile. Il y a des associations qui sont beaucoup penchées dans le domaine des droits de l'homme, d'autres qui sont penchées au niveau du développement, mais ils sont très peu sont penchés au niveau du développement. Bien sûr, je vous avais dit que au niveau peut-être je dirais, ici je parle au niveau des associations sans but lucratif. Au niveau des associations à caractère religieux, je dis les confessions religieuses, ils sont beaucoup penchés dans l'éducation spirituelle, éducation bien sûr classique aussi, classique, mais également avec d'autres activités de développement. Nous tenons à les remercier beaucoup, surtout les confessions religieuses. Mais on déplore le fait que certaines associations ou collectifs d'associations ne se penchent pas beaucoup à montrer, à servir d'exemple à la population quant aux travaux de développement. Alors que lorsqu'ils demandaient d'être agréés comme association, dans leurs objectifs, ils disaient qu'ils allaient appuyer les initiatives du gouvernement. Mais actuellement, certaines, on essaie d'aller voir, on ne constate rien comme réalisation. Là, vous êtes interpellé, monsieur Elie, pourquoi certaines organisations ne répondent pas favorablement aux activités liées au développement ou aux travaux de développement? Pourquoi? Pendant qu'elles sont censées être complémentaires de l'action gouvernementale, parfois, c'est ça? Avant, tu disais qu'il y a certaines organisations, par exemple de défense des droits humains, qui sont plus visées sur le terrain par rapport aux autres. Je pense que ça dépend du contexte du pays, dans lequel le pays se trouve. Dans les pays démocratiques, la société civile, ces actions sont orientées vers le secteur privé pour la régulation des prix, alors que dans nos pays en développement où la démocratie n'est pas encore ancrée, la société civile, ces actions sont en direction du gouvernement. C'est normal alors maintenant que les organisations, par exemple, de défense des droits humains sont plus orientées vers le gouvernement. Ce que je disais avant, et qui cause même certains, quelquefois,
de confrontation, quelquefois la non-coopération dont je te parlais. Voilà. Alors, pourquoi cette attitude de l'action, je dirais, menée par la société civile, pendant que on les croyait être en complément avec l'action du gouvernement, et finalement, on arrive même à assister à des scènes un tout petit peu particulièrement difficiles et compliquées, même des altercations. Pourquoi? L'appréciation mérite d'être nuancée, parce que les organisations de la société civile, on les retrouve partout, dans tous les secteurs, et pour ce qui est des travaux de développement, ça relève aussi des domaines diversifiés. D'une manière ou d'une autre, il y a des actions relevant des organisations de la société civile. Là, c'est mon point de vue. Et pour ce qui est peut-être des malentendus qui peuvent s'observer, là, peut-être c'est que, je vous disais tantôt que la société civile se définit par rapport à la société politique. Et si l'espace qui devrait revenir à celui-ci, par exemple, n'est pas suffisamment libre, il y a l'espace de l'autre qui se rétrécit ou s'agrandit. À partir de là, il peut y avoir, je dirais, une certaine suspicion entre les deux sociétés, ce qui donne des avis un peu contrastés. Sinon, au niveau du terrain, quand on y va, quand on observe de très près, il y a une certaine complémentarité parce qu'il y a des organisations qui interviennent, par exemple, dans la construction des écoles. Il y en a d'autres qui interviennent dans l'agriculture. Il y en a d'autres qui interviennent dans l'environnement. Il y a des confessions religieuses qui font ceci ou cela. Il y a des syndicats qui interviennent dans le secteur des droits humains. Donc, si on analyse de très près les interventions des organisations de la société civile, on couvre presque tous les domaines. Normalement, il devrait y avoir une satisfaction dans tous les camps. Il y a une opinion qui croit que finalement les pouvoirs publics musellent un tout petit peu la société civile, pendant que une autre semble dire que la société civile burundaise est vraiment épanouie. Je pense que votre commentaire là-dessus, monsieur le DG. Non, je ne pense pas qu'il y a un musulman de la société civile. Non, ce n'est pas vrai. Seulement, lorsque une association telle a bien défini les objectifs dans son statut, dans les statuts de l'association, il a bien défini les objectifs. Lorsqu'on est sur le terrain, on dévie sur les objectifs. À ce moment-là, ça se comprend quelque part que on peut lui faire un clin d'œil pour lui faire rappel que il a dévié sur ses objectifs. Si une association, dans ses objectifs, s'est dit qu'il va faire un élevage de vaches, il faut faire l'élevage de vaches, mais pas dévier faire la pêche. À ce moment-là, ça ne va pas. À ce moment-là, vous entrez en conflit avec la loi. La loi que vous-même avez établie comme statut de l'association. À ce moment-là, le gouvernement est là pour le ramener à l'ordre. Voilà. Elie, vous êtes épanoui, hein, comme on le dit. Est-ce que c'est vrai? Ou bien pourquoi certaines organisations de la société civile, comme vient de le dire, semblent ne pas respecter la loi à tout entier, alors que vous êtes obligé de vous conformer aux normes qu'exige la société? Je pense que ce que vient de dire, il a raison d'une part. C'est que le problème, c'est que c'est le contexte dans lequel les organisations sont nées. Il y a certains objectifs qui ont plusieurs objectifs. C'est-à-dire qu'il y a confusion même au niveau des objectifs quelquefois. Tu nous avais demandé quels sont les défis. Parmi les défis, il y a des objectifs qui ne sont pas opérationnels quelquefois. Il y a confusion même au niveau des objectifs. Ça, c'est un aspect. Mais d'un autre côté, quand on fait une comparaison entre la société civile burundaise et celle de pays voisins, le Burundi est très très avancé en matière démocratique.
Je pense que la société civile burundaise elle est plus dynamique par rapport aux autres organisations de la région. Il y a une avancée. Je pense qu'il y a espoir que même ces relations dont on parle qui sont tendues, je pense que ça va se résorber. Je pense que comme solution, il faudrait qu'on pense peut-être à un cadre permanent de dialogue avec l'État, entre les organisations non étatiques et l'État, pour qu'on puisse dissiper toutes ces tensions. Quel genre de cadre alors que parfois vous rencontrez, vous échangez, on le voit souvent, est-ce que c'est... Il doit y avoir beaucoup plus, est-ce que c'est pas suffisant? Non, je pense que cet espace n'est pas structuré, mais nous avons au niveau de l'évolution internationale, au niveau de la géopolitique internationale, je vous disais que je suis en train d'appuyer le réseau Femmes et Paix. Il est point focal national de la plateforme internationale sur la consolidation de la paix et le renforcement de l'État. On préconise ce dialogue qui doit être permanent entre les États, entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques, y compris les PTF, les partenaires au développement. C'est l'évolution aussi au niveau international. Ce dialogue devait être permanent. Alors, vous qui êtes partenaire de la société civile burundaise, quel regard portez-vous sur la société civile burundaise en général? La société civile burundaise est jeune parce que le mouvement des organisations de la société civile s'est beaucoup plus développé en Afrique d'ailleurs dans les années 1990. Là, c'était suite à plusieurs facteurs. C'est notamment, il y avait faillite de l'État entrepreneur, l'État développeur. Il y avait aussi les exigences de la démocratie parce que vers les années 1990, c'est là où il y a multipartisme et parallèlement aussi il y a eu le développement des organisations de la société civile. On observe aussi une paupérisation croissante depuis ces années, mais également il y a la prolifération des conflits. Là, ce sont des facteurs qui ont été à la base de l'intensification du mouvement de la société civile. Et aujourd'hui, je disais que les organisations de la société civile sont encore jeunes. Je dirais que ce sont des semences qui sont là et qui commencent à germer. Donc, on n'est pas encore à maturité. C'est la vision que j'ai des organisations de la société civile en général. ASBL, organes de presse, syndicats, coopératives. Êtes-vous intéressé aux activités de réseau, de forum, de formation et de concertation? Un seul point de départ. Faites-vous inscrire dans l'annuaire des organisations de la société civile du Burundi en construction sur l'adresse annuaire.oscburundi.org. C'est gratuit. Ce service est offert à toutes les organisations actives de la société civile en 2014. Vous vous identifiez, vous êtes connu, vous êtes sollicité dans des relations de partenariat. C'est facile. Enregistrez-vous directement sur le site de l'annuaire annuaire.oscburundi.org ou envoyez les informations concernant votre organisation à l'adresse du projet Oscar, avenue Boulouli, numéro 34, quartier INSS, boîte postale 2802, Bujumbura, Mairie. Ouvrez-vous à un monde plein d'opportunités et de possibilités. Pensez-vous que la société civile active depuis quelques années aurait déjà produit des effets positifs et en pas à saluer, même si vous vous êtes réservé sur certaines actions menées par ces dernières? Oui. Bon, la société civile a vraiment fait des effets positifs, d'une part, et il faut les saluer, parce que elle contribue en quelque sorte à la consolidation de la paix, en quelque sorte. Mais d'autre part, il arrive que certaines organisations de la société civile semble contribuer à quelque chose d'attiser le feu au sein de la population. À ce moment-là, ça ne va pas. Bon, donc ça, c'est un effet négatif. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi certaines associations ou certains collectifs qui semblent s'assimiler aux partis politiques. À ce moment-là, ça ne va pas.
S'ils veulent faire de la politique, qu'ils aillent en politique et qu'ils changent les statuts de l'association et font un statut relatif à un parti politique. Et s'ils veulent rester au niveau de la société civile et travailler comme quelqu'un qui vient pour donner appui au gouvernement, qu'il le fasse ainsi, mais pas faire déviation sur la ligne des objectifs définis dans leur statut. Voilà. Quel commentaire faites-vous par rapport à ces reproches de certaines organisations qui se font passer pour des associations alors que c'est au niveau des actions, ils travaillent comme les partis politiques? On l'avait dit précédemment que là, ça dépend du contexte dans lequel on évolue. Je te disais que dans les pays développés où la démocratie est très avancée, la société civile oriente ses actions vers le secteur privé en définissant les prix, par exemple. Mais alors qu'est-ce qui pousse alors à ce que ces associations puissent faire le choix d'embarquer dans le mouvement des partis politiques, comme je viens de le dire, pendant qu'il y aurait d'autres secteurs à privilégier? Je te disais que ça dépend du contexte dans lequel on travaille. Par exemple, dans les pays où la démocratie est encore jeune, le problème c'est qu'au niveau de l'espace politique, l'opposition, quelquefois, il est faible. Les organisations de la société civile, quelquefois, sont glissées dans cet espace qui est vide. Il y a quelquefois la nature a horreur du vide chaque fois. Quand la société civile, quand l'opposition n'est pas présente sur le terrain, quand la société civile agit, il est apprécié comme faisant partie des partis de l'opposition, alors que ce n'est pas juste, il travaille seulement dans la limite de ses objectifs. Mais le gouvernement est là pour corriger, pour donner des orientations en ce qui concerne l'atteinte des objectifs fixés au niveau de chaque organisation de la société civile. Comment expliquez-vous son genre de phénomène, monsieur Bernard? Vous aviez dit auparavant que la société civile burundaise est encore jeune, mais pourquoi maintenant il tente à se substituer aux partis politiques comme le constate le directeur général au ministère de l'Intérieur? En fait, quand les organisations de la société civile, on a constaté qu'elles sont diversifiées, qu'elles interviennent dans plusieurs domaines, quand elles se fixent des objectifs, pour les atteindre, des fois, elles touchent sur plusieurs aspects. Et ce qui fait que, des fois, l'homme politique le remarque sous une autre manière, parce que si, par exemple, on parle de la défense des droits humains, droit à l'expression, l'intégrité de la vie, et donc ce sont des éléments sur lesquels les organisations de la société civile peuvent se prononcer, peuvent s'intéresser de par les actions, de par les interventions, qui ne sont pas en opposition avec ce qu'ils font comme action de développement tel qu'on peut le définir. Mais c'est lié aux droits humains, par exemple. Souvent, ce sont ces aspects en rapport avec la défense des droits humains qui posent beaucoup plus de mésentente entre la société politique et la société civile. Mais pour d'autres domaines, des fois, ça marche bien. Alors, quelle serait, d'après vous, la définition idéale qui pourrait convenir et couvrir d'une manière équilibrée cette perception parfois erronée de la société civile? Bon, moi je dirais que la société civile est un ensemble d'organisations non gouvernementales, si vous voulez, qui sont là pour appuyer les efforts du gouvernement, les efforts de l'État, contribuer dans la consolidation de la paix, initier des activités qui font avancer dans le développement le pays, initier des activités qui servent d'exemple à la population, en gros, des activités qui sont là pour combler les lacunes constatées lors de l'exercice de l'action gouvernementale. Est-ce que mais pas des associations, des organisations qui sont là pour affaiblir les initiatives du gouvernement. Là, ça ne va pas. Donc, pour vous, il faut qu'il y ait une certaine marge de démarcation entre les deux partenaires, comme on peut le dire. Parce que, complément du gouvernement, il
il y a l'État, il y a les actions de l'État, il y a les actions de la société civile. Donc, pour vous, vous voudriez qu'il y ait une marge donc, de démarcation, une démarcation entre les deux. Qui montre que réellement, les organisations de la société civile sont en train d'appuyer le gouvernement dans ces initiatives. Donc, une fois le gouvernement une fois la société civile ne joue pas ce rôle d'appui, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, ces organisations sont en train de dévier sur les objectifs qui se sont fixés eux-mêmes lorsqu'ils demandaient l'agrément. À ce moment-là, ça ne va pas. D'accord. Alors, est-ce que pensez-vous que c'est aussi facile de trouver une société civile pouvant facilement être comprise au même titre que les autres partenaires de l'État dans la mise en application de la politique des États? Est-ce que peut-on avoir une société civile ici au Burundi qui puisse remplir ces conditions dans le contexte actuel? Je pense que dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. C'est ce que je vous disais, que ça dépend du contexte. Comment on apprécie l'action de la société civile, c'est par rapport au contexte. Mais le contexte de la création de la société civile montre bien qu'il y a un vide, il y a un apport qu'elles doivent donc apporter. Mais là, pourquoi elles ne le font pas? Mais ça, c'est un aspect des missions. Les missions de la société civile, c'est aussi le monitoring et le contrôle de l'action gouvernementale, de dénoncer quelquefois les abus. Si alors maintenant le contexte dans lequel on se trouve, il y a plusieurs abus et que la société civile dénonce ça, je pense que c'est sa mission. Il reste dans les limites de sa mission. Bien qu'on continue aussi à compléter l'action gouvernementale, par exemple au niveau de l'éducation citoyenne de la population, c'est une contribution. Par exemple, quand il contribue dans la consolidation de la paix, c'est une contribution. Quand on fait la défense ou la dénonciation des abus, c'est là où il y a confrontation. Ailleurs, il n'y a pas de confrontation. Je vous disais qu'au Burundi, notre société civile est très, très dynamique. Et au niveau je pense que d'ici peu, on va trouver un terrain d'entente avec le gouvernement. Votre regard par rapport à ces deux interventions, M. Bernard? C'est qu'en fait, quand les organisations se fixent des objectifs, pour les atteindre, on peut passer par plusieurs voies. Disons, on ne dévie pas trop des objectifs initiaux. Une association qui, par exemple, intervient dans le secteur de la sécurité alimentaire, la promotion de la sécurité alimentaire, à un certain moment, elle peut mener des projets de lutte contre le VIH-Sida. Supposons que les groupes qu'elle encadre font face à des problèmes de contamination au VIH-Sida et peut décider de mener un projet illimité dans le temps et qui traite de ces problèmes en rapport avec la lutte contre le VIH-Sida. Là, l'association n'aura pas dévié de ses objectifs initiaux. C'est pour que le groupe des bénéficiaires soit sain. Et comme ça, il pourra effectivement continuer à avancer sur sa droite ligne. Si, par exemple, le groupe des bénéficiaires à un certain moment, ce sont des citoyens burundais qui sont appelés à un certain moment de jouir de leurs droits, par exemple, de participer aux élections, par exemple. Et là, le vote, à un certain moment, on peut se dire, je mène un projet bien précis, d'encadrer mes bénéficiaires pour qu'ils soient capables d'élire objectivement. Là, l'association, à mon sens, n'aura pas dévié de son objectif si elle vise à instaurer une citoyenneté responsable. Mais c'est un projet qui est limité dans le temps, sans toutefois, il y a des liens entre l'objectif et les activités qui sont réalisées. Tant que c'est possible, tant que l'organisation qui a initié, qui s'est fixé des objectifs, et des objectifs qui ont été agréés par le ministère de l'Intérieur à travers son agrément aussi. Donc à un certain moment, il ne s'agit pas d'une déviation comme telle, mais d'une stratégie qu'on peut prendre pour mieux atteindre ces objectifs. Donc, il suffit à un certain moment d'échanger. Je disais tantôt qu'il y a des fois des domaines qui sont susceptibles de susciter des mésententes. Ce sont beaucoup plus des domaines liés à la défense des droits politiques, à la défense des droits d'expression. Les organisations qui ne s'intéressent pas à ces aspects, je dirais qu'elles n'ont aucun problème avec le gouvernement. Et le gouvernement n'a pas de problème avec ces organisations.
Donc là, ce sont des aspects sur lesquels les deux interlocuteurs, les deux partenaires pourraient bien s'entendre. Et à un certain moment, il est difficile de pouvoir affirmer que les organisations de la société civile interviennent là où il y a des lacunes officiellement de l'État, parce qu'il n'y a pas de barrière qui soit bien établie pour montrer effectivement qu'il y a des insuffisances à son niveau. Ça se remarque spontanément sur le terrain. Il y a des actions qui vont dans ce sens. Pourquoi ce déséquilibre entre la coopération, la collaboration entre l'État et certaines associations de la société civile? Pourquoi certains, ça marche très bien, pour les autres, du tout pas? Imaginez-vous une organisation de la société civile en matière de droits de l'homme, lorsque elle est en train de s'exprimer, elle montre que le gouvernement est là pour violer les droits de l'homme. Le gouvernement n'est pas là pour violer les droits de l'homme, mais plutôt, il est là pour protéger tout citoyen de ce pays. Bon, imaginez-vous une organisation de la société civile dans cette expression essaie de montrer que le gouvernement est là pour enfreindre la liberté d'expression. Mais ce n'est pas vrai. À ce moment-là, on se pose une question. Quel est l'objectif de cette organisation sociale? Est-ce que les dirigeants sont animés d'une bonne foi? À ce moment-là, ce sont des questions qui sont nées. Et lorsqu'il faut dénoncer peut-être tel ou tel autre abus, il est vrai que personne n'est parfait. Le gouvernement peut ne pas être parfait. Mais c'est naturel, personne n'est parfait. Peut-être Dieu seulement. À ce moment-là, la façon de le dénoncer. Nous avons, je ne sais pas si je dis une culture burundaise, lorsque tu déclares haut et fort que je me suis mal habillé, à ce moment-là, ça devient une insulte. Mais lorsque vous m'approchez et vous me le dites dans mes oreilles, à ce moment-là, j'essaie de refaire mes habits. Donc, dénoncer, c'est bien de dénoncer les abus, mais la façon de le dénoncer, est-ce que cette façon-là est constructive? Est-ce que c'est une façon qui est là pour ramener la paix? Est-ce que c'est une façon qui est là pour consolider la paix? Est-ce que c'est une façon qui est là pour faire à ce que les Burundais aient un esprit apaisé, qu'on ne retombe pas dans le chaos de l'année passée? Alors, à ce moment-là, certaines organisations de la société civile voudront bien vraiment prendre les examens de conscience dans tout ce qu'elles font, dans tout ce qu'elles disent. Il faut bien peser les mots qu'on donne, qu'on parle à la population. Nous constituons une population qui vient de sortir de la guerre. Est-ce que c'est le moment de lancer des mots à tendance à sommer au désordre, à sommer la zizanie? Où est-ce que cela va nous faire arriver? Alors, qu'est-ce qui pourrait être fait justement pour qu'il y ait une compréhension, je dirais, apaisée de certaines situations pour ne pas attiser le feu comme il semble le dire? Ouais, merci de m'accorder la parole. Je pense que la société civile ne dénonce pas le gouvernement, il dénonce les abus après enquête. Mais la forme, c'est ça, le problème. J'allais y arriver. Mais comme c'est le gouvernement qui est principalement responsable de protéger ses droits, ils se sont visés. Le deuxième aspect qu'il vient de dire, je pense qu'il a raison. Il faut quand même avoir l'approche de la dénonciation. Donc, si 95% des associations ne donnent pas des rapports au ministère de l'Intérieur, quand c'était moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de feedback, c'est-à-dire que la balle est dans votre camp. Donc, vous étiez censé rapporter ce que vous faites dans vos rapports, produire dans vos rapports que vous produisez. Vous ne le faites pas, malheureusement. Non, les rapports sont produits, mais sont restés dans les organisations, ne sont pas envoyés au niveau du ministère. Pour ceux qui les produisent, ne sont pas envoyés. Mais je parlais de ce que disait la façon de la dénonciation. Je pense que quelquefois, il faut éviter aussi d'être activiste. Quand on est activiste, on peut attiser le feu.
il y a une approche qu'on appelle la diplomatie douce. On peut faire des enquêtes approfondies, aller envoyer les documents au niveau du gouvernement, comme il le disait. Ça pourrait apaiser les tensions. Mais aussi, j'avais proposé bien avant qu'il y ait un cadre de dialogue permanent. Dans ce cadre-là, je pense qu'on peut déjà y songer. Pour le moment, je pense qu'on est déjà avancé au niveau de la société civile. Nous avons ce qu'on appelle des groupes thématiques sectoriels dans lesquels on a commencé à faire des débats, où on fait des solutions alternatives à certains problèmes au niveau du pays. Je pense maintenant que la situation commence à s'améliorer. Il y a espoir que ces tensions vont être dissipées d'ici peu. Est-ce que peut-on éviter ce genre d'altercation entre société civile et État, définitivement? Aussi, je pense que ces occasions d'échange entre les organisations de la société civile et le gouvernement pourraient apaiser la tension. Mais également, j'ai beaucoup aimé l'expression de M. le directeur général quand il essayait effectivement de prendre en considération les organisations qui sont accusées. Il parlait de certaines organisations. Là, ça relève d'un certain nombre d'organisations. Et là aussi, c'est entre guillemets parce que c'est un jugement qu'on porte aux organisations. Mais également, quand on dénonce, je pense que, comme le disait mon confrère ici, il faut plutôt parler effectivement de cas de violation et ne pas procéder à une généralisation d'accusation. Il en est de même pour le gouvernement quand il s'exprime sur l'attitude des organisations de la société civile, qu'on nous dise que c'est quelqu'un qui est là pour incriminer le gouvernement ou faire autre chose, mais plutôt, en fait, ce sont des termes sur lesquels il faut s'entendre simplement. Parce que s'il y a des cas à dénoncer, mais je suis certain que même le gouvernement est contre des cas de violation des droits humains. S'il y a des situations où le gouvernement pourrait être accusé, même les organisations de la société civile sont concernées parce qu'ils sont dedans d'une manière ou d'une autre. Donc, ce sont cette occasion de partenariat, de plateforme entre organisations de la société civile et acteurs étatiques pourrait bien améliorer le dialogue entre ces deux acteurs importants. Justement, entendre parler de M. le Directeur général par rapport à ce que vient de dire nos amis ici. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, ne cesse de donner des conseils à ces organisations là-bas. Nous saluons très fortement les actions des organisations de la société civile. Mais il faudrait bien conseiller ces autres organisations qui, dans leur entendement, ne voient que peut-être noircir l'action du gouvernement. J'allais à titre d'information que actuellement il y a un nouveau mécanisme de partenariat entre les États qu'on appelle le New Deal, qui prévoit que dans le cadre du dialogue international, dans le cadre de la consolidation de la paix et renforcement de l'État, il y aura chaque fois des dialogues inclusifs entre société civile, les acteurs non étatiques et le gouvernement, y compris aussi les PTF. Il y aura ce qu'on appelle les équipes pays, les équipes pays de soutien. Les PTF vont construire les équipes pays de soutien, et les ceux de la société civile, on s'appelle des équipes pays. Et il y aura un dialogue permanent, entre ces différents acteurs pour que les objectifs de paix de consolidation de la paix puissent être atteints. Je pense alors maintenant que la logique internationale fait que maintenant, on va financer maintenant ce qu'on appelle les synergies thématiques. On ne financera plus les organisations isolées, on va financer les synergies thématiques. Et il y aura régulièrement alors des évaluations, ce qu'on appelle évaluation de la fragilité de l'État. Et régulièrement, quand on fait évaluation de la fragilité, les financements vont venir. C'est pourquoi maintenant il y a la nouvelle approche de la gestion axée sur les résultats, qui est prônée un peu partout, en particulièrement en ce qui concerne ce qu'on appelle les pays post-conflit,
le pays nous avons 19 pays post-conflit qui n'ont pas pu atteindre les objectifs du millénaire. C'est dans ce cadre maintenant que la société civile internationale a pensé à ce nouveau mécanisme qu'on appelle le New Deal, qui va permettre maintenant faciliter maintenant les financements au niveau des différents pays. Pour terminer, M. Bernard, est-ce que peut-on espérer que la société civile puisse s'acquitter de ses devoirs pour qu'on ne puisse plus assister à une situation de mésentente entre l'État et la société civile? Oui, je suis très optimiste et d'ailleurs, en dénombrant le nombre d'organisations qui sont actuellement agréées, il estimait ça à 6 045. Donc, c'est que sur les 6045 organisations qui sont agréées, la plupart de ces organisations n'ont aucun problème. Donc c'est là où je dis que je suis optimiste. Mais là également, il faut savoir, il y a plusieurs catégories d'organisations de la société civile par rapport à les structurations. Donc là, en fonction de la mission de chaque type d'organisation, il y a moyen d'être satisfait, de croire qu'il n'y aura plus ces problèmes, parce qu'il y a des collectifs, il y a les plateformes par exemple, souvent qui interviennent pour le plaidoyer lobbying. Il y a les collectifs et les raisons qui ont la mission effectivement d'assurer le plaidoyer lobbying auprès des différents partenaires, étant techniques et financiers, voire politiques. Et là, quand on va pour négocier ceci ou cela, des fois, il y a des éléments sur lesquels on ne s'entend pas. Et on ne dira pas que ça va s'effacer totalement. Mais pour les organisations intermédiaires qui sont au niveau de la base, là, il n'y a pas de problème qui peut se poser. Ce sont ces organisations de la sphère du plaidoyer lobbying qui sont souvent beaucoup plus citées dans ces cas. Alors, comme dernière question à laquelle tout le monde pourra passer un petit exercice, alors quel type de définition de la société civile peut-on, je dirais, idéal pour le Burundi? Je commence par le DG. La définition que vous pourriez donner à une société civile adaptée au Burundi dans le contexte actuel. Quel genre de société civile, définition que vous pouvez donner à la société civile idéale qu'on souhaiterait avoir? Bon, je reviens d'abord au niveau de l'espoir peut-être qu'on a au niveau de l'action des organisations de la société civile. Peut-être que nous avons espoir que les choses iront bien lorsque nous allons mettre en place un cadre de concertation entre les organisations de la société civile et le gouvernement. Le processus est en cours. On est déjà au niveau du comité technique. Le comité technique est à l'œuvre. Le projet Oscar nous a promis de nous appuyer quant à la poursuite des activités du comité technique. Nous pensons que lorsque ce cadre sera mis en place, on aura peut-être des rectificatifs qui vont naître petit à petit et les choses vont aller dans le bon chemin. Alors, vous me demandiez quel type de définition idéale peut-on donner à la société civile burundaise. Bon, personnellement, comme je l'avais dit bien avant, nous souhaiterions que la société civile de Burundi soit une société qui est là pour amener des apports qui soutiennent les actions, les initiatives du gouvernement. Les deux organisations qui, lorsque quelque part le gouvernement n'a pas pu faire ou exécuter telle ou telle autre activité, que ces organisations viennent, moi j'ai des capacités techniques et financières, je viens vous appuyer. D'accord, merci. Voilà. D'accord. Monsieur Elie?
cadre-là, le processus est déjà avancé par des groupes thématiques sectoriels. Dans ces groupes thématiques, nous sommes déjà avec le gouvernement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un cadre vraiment qui va faciliter à la réduction de ces différentes tensions. Demander la définition adaptée, idéale à notre pays. La définition classique, c'était que la société civile est l'ensemble de toutes les institutions non étatiques qui jouent le rôle d'interface entre les communautés et l'État. Aussi, j'allais vous dire que maintenant, là, au niveau de la dynamique internationale, je vous parlais maintenant de ce cadre de dialogue sur la constellation de la paix et l'enforcement de l'État. Maintenant, au niveau des relations entre États, on a ajouté la société civile qui est un acteur incontournable dans la gouvernance de la société, et que maintenant, la nouvelle approche, c'est que maintenant, les besoins et les priorités des citoyens priment. Maintenant, avant, c'était une relation entre État et État. Maintenant, ça bascule. Nous entrons dans une nouvelle ère où maintenant, ce qui prime, ce sont les besoins et les priorités des citoyens. Je pense maintenant que le gouvernement et la société civile, nous allons orienter nos actions vers les besoins et les priorités des citoyens. Je pense que ça, c'est l'essentiel. Merci. Et pour C'est totalement. Pour moi, la société civile, c'est cet acteur qui n'est pas l'État et qui intervient pour l'intérêt communautaire, qui est, je dirais, indépendant financièrement et techniquement, et qui ne dépend pas idéologiquement et financièrement des acteurs tels que les bailleurs de fonds, tels que l'État, et qui est là pour l'intérêt communautaire, et qui se soucie du développement, du bien-être de la population. Il agit, il est là en fonction de sa mission, et l'ensemble de toutes les organisations membres de ce corps constitue la société civile. J'en profite pour vous remercier d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Je vous remercie beaucoup, moi aussi. Merci également, monsieur le directeur général en charge de la coordination des organisations non étatiques et de la promotion des libertés publiques. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci également à monsieur Ndikoumana Eli, vous êtes consultant indépendant, réseau femmes et paix, vous êtes aussi pasteur d'une église. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Mais avant de terminer, je pense qu'il y a une question que vous nous avez posée en ce qui concerne l'historique de la société civile. Je pense qu'il y a aussi la société civile traditionnelle, qui est la société de Bassinganaï, qui existe il y a 5 siècles. Merci. Mais aussi, dans les années 50, il y avait des coopératives qui étaient là. Ah oui. Je pense que la société civile existe avant 1990. Merci pour le complément. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.